Bordeaux, sa ville, son vin, son attractivité touristique. 9e ville française avec ses 250 000 habitants en 2015, Bordeaux est le centre économique de la région Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. La métropole bordelaise est réputée pour être un acteur dynamique du sud-ouest de la France. Première métropole du vin dans le monde, la ville est empreinte d'un important patrimoine culturel et historique. Elle accueille de plus en plus d'acteurs de la filière numérique, aspirant à devenir une Smart City, c'est-à-dire l'une des villes les plus connectées d'Europe. Informatique de santé, réalité virtuelle, transport intelligent, big data, la région innove et dispose de nombreuses ressources. Ces 10 dernières années, c'est notamment le secteur des applications mobiles qui s'est particulièrement bien développé. Mais un autre domaine dans lequel Bordeaux a un patrimoine numérique important est sans aucun doute le jeu vidéo. Une industrie qui ne cesse de croître et de se transformer, accueillant toujours plus d'acteurs sur le marché. C'est en septembre dernier, avec l'arrivée sur son territoire du géant français Ubisoft, l'un des 5 éditeurs développeurs les plus colossaux au monde, que Bordeaux espère désormais attirer les autres entreprises du secteur. Bordeaux le jeu vidéo partage une longue histoire, et autant dire que la métropole dynamisée par son intérêt pour le numérique n'échappe pas à la vague de Pixel. Dans le sillage de la société Callisto, créée en 1990 par Nicolas Gomme, ou encore Infusio en 1998, la Nouvelle-Aquitaine est devenue depuis un véritable vivier de talent, ce qui la place aux côtés de villes les plus fournies en studios de développement comme Paris, Lyon ou encore Montpellier et Lille. Parmi ces studios, beaucoup d'entre eux se font appeler indépendants et doivent faire face à la réalité du marché et aux difficultés qui ne sont pas les mêmes d'un studio à l'autre. De par leur différence de taille, de poids ou encore de flexibilité, géants et indépendants doivent désormais se faire face et cohabiter dans un contexte où la concurrence est rude et où les technologies évoluent rapidement. Quels sont ces rapports entre les géants et les indépendants dans le jeu vidéo? Qu'est-ce qui définit en 2018 un indépendant? Comment évolue le métier, mais aussi pourquoi choisir Bordeaux pour développer une activité vidéoludique? Voici les questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans ce nouveau numéro de Pixelmania Magazine. Emedion, Bordeaux Games, Novavox, Asobo, nous sommes cette fois-ci partis à la découverte du milieu en nous entretenant avec ces passionnés qui nous parlent de leurs activités, des nouveaux enjeux de leur métier et de l'évolution du média. Mais ces indépendants, qui sont-ils au juste? Dans une petite structure, on fait tout. Donc moi je fais du graphisme, donc je fais du Blender, des fois je suis sur Blender, Photoshop, des outils de level design, ça peut être aussi bien des éditeurs 2D que là en ce moment je fais du Unreal, du Unreal ou du Unity. Donc utiliser des outils de level design et aussi du code, là avec du script plutôt sur les moteurs actuels qui sont fournis. Mais du coup la journée type c'est il faut que j'avance soit sur un. Vu que je fais un peu de tout, même si j'ai des collaborateurs, je sais voilà, il faut que j'avance sur un point du jeu et je me fixe un objectif de la journée, mais ça peut être aussi variable que modéliser un lampadaire en 3D, que commencer à faire un script pour qu'une animation se lance quand on rentre dans une zone, dans un level. Donc c'est extrêmement variable. Du coup, quand on fait tout, oui, voilà, il n'y a pas de journée type. Enfin, la notion d'indépendance est une notion qui est relativement floue. Nous, pour l'instant, en ce moment, on est 100% indépendant parce qu'on n'a pas de publisher. Donc on va de la création jusqu'à la publication en passant par le marketing et compagnie, ce qui fait que c'est à la fois chouette parce qu'on a une liberté créative totale et on a de comptes à rendre à personne, mais en même temps ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à réussir, ne pas louper plus que réussir toutes les différentes étapes de la construction, de la commercialisation d'un jeu vidéo, et c'est ça qui est extrêmement difficile parce que la moindre erreur à un moment donné peut donner un échec. C'est évidemment un domaine qui est assez concurrentiel. C'est difficile de sortir son épingle du jeu. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait aussi de la presta à côté pour s'assurer une rentabilité suffisante pour la boîte. Les jeux n'ont pas assez de succès pour l'instant et on n'a pas assez de notoriété pour ne faire que du jeu vidéo et vivre confortablement de ça. Ce qu'on fait en presta est agréable aussi, on fait pas ça par dépit, mais c'est vrai que si on pouvait se diriger vers que du jeu vidéo, on serait plus content, c'est sûr. On a commencé, on s'est lancé sur un jeu de notre cru qu'on a appelé Bardadom, un puzzle game avec
500 niveaux, enfin un truc, un gros projet finalement. Donc ça nous a pris quand même plusieurs mois. Et comme il y avait quand même un impératif de gagner un peu de sous, on est parti aussi sur de la prestation pour d'autres, pour des boîtes de communication, des choses comme ça. Donc on a réalisé trois jeux pour une société de communication qui c'était essentiellement des mini-jeux. On peut dire qu'aujourd'hui on est un peu à mi-chemin entre les deux. On est indépendant parce que financièrement c'est nous qui choisissons notre propre destin. On choisit aussi les projets sur lesquels on travaille. Mais aujourd'hui on est apparenté à un studio de moyenne taille parce que déjà on a travaillé sur de nombreux projets qui ont eu un fort retentissement international. Et puis aussi parce qu'aujourd'hui on est pratiquement 150 personnes, donc on n'est plus vraiment un studio indé voilà, qui travaille dans son garage, quoi. Lors d'une journée d'études consacrée aux jeux vidéo à Bordeaux, à l'université Michel de Montaigne, Julien Chiez, ancien journaliste et chroniqueur chez Gameblog, expliquait que dans un sens, un jeu comme Another World, sorti en 1991, était déjà indépendant, bien avant la fameuse vague indé de 2010. Aujourd'hui, ce terme ne veut plus rien dire. Désormais, il s'agit d'équipes ayant des moyens de production moyennes, c'est-à-dire disposant de compétences variées. Selon lui, tout s'est donc déplacé. Le AAA, pour une production coûtant 5 à 100 millions de dollars, est désormais un quadruple A, les coûts ne cessant d'exploser. Les indépendants se déplacent en suivant ce mouvement et ne sont donc plus les mêmes aujourd'hui qu'hier, les moyens de production augmentant sans cesse. Il est cependant devenu bien compliqué de se faire une place au sein de ce redoutable marché. Je travaille dans la boutique depuis plus de 6 ans. Le magasin existe depuis déjà 21 ans et c'est un des plus vieux magasins de Bordeaux en activité. Voilà, le magasin est totalement indépendant maintenant, même si on était sous la franchise Diffuntel. On peut faire en gros un petit peu encore comme ce que faisaient les magasins à l'époque, avant que les grandes franchises existent, et qu'on fait un petit peu comme on veut dans le magasin pour voilà, essayer de vendre des jeux vidéo. Sur le côté indépendant, c'est vrai que nous on essaye, comme on a un petit magasin, même si on a beaucoup de choix et beaucoup d'espace, ce qui est bien, on essaye de promouvoir aussi les nouveautés que font les petits indépendants, mais ça passe quand même par des centrales d'achat. C'est-à-dire qu'on a des fournisseurs qui nous proposent aussi des jeux, et il faut qu'ils sortent en boîte. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de petits jeux qui sont très intéressants qui vont sortir sur les plateformes de dématérialisation, ça super. Et avec le succès, ou si les éditeurs veulent les promouvoir, ou s'ils sont rachetés par d'autres éditeurs, et ben ils vont sortir aussi en boîte. Donc on essaye de le faire, autant que faire se peut. C'est-à-dire qu'il y a quand même une limite à ça. C'est souvent les clients, parce que même si on est spécialisé, qu'on a beaucoup de gens qui sont pointus, qui aiment le jeu vidéo, qui aiment découvrir plein de choses, sur tout ce qui est jeu indé, il faut quand même faire attention. Il n'y a pas non plus une demande exceptionnelle, hein. On le voit, on essaie de les promouvoir, mais c'est vrai qu'il y a aussi une partie du public qui malheureusement est devenue un petit peu routinière, qui aime bien jouer aux gros jeux, qui sont d'ailleurs de plus en plus longs et de plus en plus addictifs parce qu'ils ont des modes en ligne qui s'arrêtent quasiment jamais. Et c'est vrai que pour un petit jeu indépendant, ça peut être vite compliqué d'avoir de la visibilité, même si on essaye nous de les promouvoir, quoi. Grâce à l'initiative de 5 entreprises, Asobo Studio, Advanced Technology, Be Tomorrow, Mad Monkey Studio et Solid Game, Bordeaux Games a vu le jour en 2007. De l'indépendant au grand groupe, l'objectif de Bordeaux Games est de créer une entraide entre les structures et de recruter ou de mobiliser des ressources afin de créer du lien entre géants et indépendants. Fabrice Carré, le président de l'association, nous en dit plus. On est une association professionnelle, on sert à animer le secteur du vidéo en local, sur Bordeaux et un petit peu autour. On se rend service entre nous, on échange des astuces, on s'entraide aussi au niveau des ressources quand il y a des montées en charge pour telle ou telle équipe qui a besoin de renfort pour réaliser tel ou tel studio. Et quand il y a des difficultés, on est là aussi. Et enfin, comme c'est important, quand on a la chance de sortir des jeux, on essaye aussi de mettre des coups de projecteur et d'aider les uns les autres à avoir une bonne communication sur les sorties. Voilà. On a une quarantaine de membres aujourd'hui et effectivement il y a un tiers de membres qui sont plutôt des indépendants. Alors, ça veut dire deux choses, soit des gens qui sont à leur compte, des solos qui travaillent dans le domaine du son, des choses comme ça, soit ce sont des studios dits indés, donc de quelques personnes, plus ou moins structurés et qui
pousse un projet de jeu avec tout ce qu'on entend quand on parle de jeu indé, avec une grande liberté éditoriale, parfois un petit peu d'inexpérience, mais avec des grandes réussites aussi. Donc ça, c'est un tiers à peu près des adhérents. Un autre tiers sont des studios de taille intermédiaire. On pense à Shiro ou Motion Twin, par exemple, avec entre 8, 10, 15, 20 personnes. Et après, le dernier tiers sont des studios, des entreprises très importantes, comme Ubisoft ou Asobo, Concours Mania, Big Bad Wolf, où là, on dépasse 40, 50, 100 ou plus personnes. Et à chaque fois, on fait tous du jeu, ça c'est les points communs, mais les besoins sont assez différents en fonction de la taille de la structure. Ce que nous apporte Bordeaux Games, c'est un cluster, ça permet de rencontrer les autres professionnels. Ça permet d'avoir un relais d'information entre les différents studios au niveau à la fois régional et aussi national, de l'entraide, d'un poids politique au niveau de la région et de la métropole et de tout ça, quoi. Ça permet d'exister en tant que groupe d'entreprises qui faisons du jeu vidéo en Nouvelle-Aquitaine, à la fois sur Bordeaux mais aussi sur Angoulême, sur Poitiers, sur Limoges. Je sais que nous, on travaille très peu en conglomérat. On a souvent des collègues, des confrères qui se groupent pour développer certaines technologies ou innover ensemble ou répondre à des appels d'offres. Nous, c'est peu le cas. En revanche, on est membre cofondateur de Bordeaux Games et pour nous, c'est une possibilité d'échanger des bonnes pratiques et puis aussi de tirer le marché, enfin en tout cas le secteur sur Bordeaux vers le haut en donnant des conseils à ceux qui lancent leur studio, mais également en entretenant un peu le vivier et en faisant en sorte que notre industrie soit une industrie qui propose des choses, qui soit créatrice de projets et puis aussi d'emplois. Donc on a un vrai intérêt à s'inscrire dans cet écosystème en tant que studio moyen, je dirais. S'étant doté récemment d'un lien privilégié avec le SNJV, le syndicat national du jeu vidéo, Bordeaux Games représente la filière jeux vidéo en Aquitaine et à l'international. L'association centralise des partenaires et des membres, rassemblant un réseau diversifié et expérimenté pour aider les entreprises tout au long de leur cycle de vie. Ainsi, un indépendant qui se lancerait dans l'industrie est loin d'être condamné à être isolé et à devoir se développer par ses propres moyens. Le financement reste cependant la principale difficulté pour ces différents acteurs, n'ayant parfois pas d'autre choix que de se tourner vers de la prestation de services pour subvenir à leurs besoins. Au niveau français, c'est le CNC, le principal financement pour le jeu vidéo. Sachant qu'il faut quand même investir, le CNC investit autant dans le jeu que nous-mêmes on investit. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir des moyens financiers. Il faut déjà, voilà, si nous-mêmes on a 10 000 euros à mettre dans le jeu et le montrer, c'est pas du temps qu'on investit, c'est vraiment il faut qu'on ait 10 000 euros à investir. Eux, ils peuvent mettre la même somme, ils ne peuvent pas mettre plus. Donc il faut déjà avoir un investissement. Je sais qu'il y a certaines structures qui s'étaient montées et qui mettaient 10 000 eux, 10 000 par une banque et 10 000 par le CNC. Voilà, ils arrivaient à faire des choses comme ça pour avoir un budget de 30 000 euros, ce qui est sympathique pour du jeu indépendant à l'heure actuelle. Enfin, du petit jeu indépendant. Et il faut avoir quelqu'un spécialisé parce que les dossiers le dossier du CNC est vraiment très très compliqué parce qu'il faut justifier de tous les coûts, tous les frais. Enfin, c'est pas évident à obtenir. Il faut avoir quelqu'un qui bosse pendant plusieurs mois sur le dossier spécifiquement pour pouvoir obtenir ce type d'aide, avoir déjà des références, avoir déjà des choses à montrer. Il ne faut pas arriver avec juste un concept, il faut déjà avoir un prototype, pouvoir montrer quelque chose. Donc c'est pas quelque chose qui s'improvise, c'est quelque chose qui se prépare. Il y a 3 commissions par an et il faut être prêt à la commission précédente pour. Ça demande vraiment, oui, ça demande 3 mois d'une personne spécifique en termes de comptabilité, administratif et aussi d'écrire le projet et comment il va être réalisé. Il y a une nouvelle tendance, c'est certaines chaînes de télé. Je sais que notamment Arte a financé des jeux assez artistiques avec des propos. Et donc du coup, il y a des médias, enfin d'autres médias qui investissent sur le jeu vidéo pour à la fois images, il y a aussi le serious game. Il peut y avoir plusieurs autres sources de revenus, mais qui sont quand même sur des projets bien spécifiques, vraiment orientés sur un aspect artistique fort. Mais pour faire un parallèle avec le monde du cinéma ou de l'image, il y a des aides qui existent dans ces industries créatives depuis longtemps. Dans le jeu vidéo, il n'y en a pas beaucoup. Et le peu qu'il y a, on a la chance en région de pouvoir en bénéficier. Il n'y a que 3 régions en France qui ont des aides spécifiques jeux vidéo, dont la Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est génial pour tout notre secteur.
Il n'y a pas que les aides au financement, il y a aussi des experts comptables spécialisés, il y a aussi comment on fait pour payer ou pas payer ses impôts, suivant si on a un bureau ou pas aux États-Unis quand on publie son jeu sur Steam, comment on fait par rapport à la TVA quand on gagne des sous sur Facebook, l'Apple Store, le Google Play. On a pas mal de choses très business. Encore une fois, Bordeaux Games, c'est une association de professionnels. Et là aussi, on peut échanger notre savoir-faire les uns avec les autres par rapport à nos retours d'expérience. Malgré ses difficultés à financer son jeu, l'indépendant d'aujourd'hui est de moins en moins soumis à la pression de l'éditeur, et cela pour une bonne raison. La tendance est désormais au dématérialisé, 9 développeurs sur 10 publient désormais leurs jeux sur une plateforme en ligne, comme Steam, ce qui entraîne une forte baisse des coûts de développement. Une tendance générale. Voilà, il y a beaucoup de contenu qui sort en version dématérialisée, donc les gens vont vers ça en fait. Font la démarche de demander la version en boîte, mais quand on n'a pas la version en boîte, ils se dirigent forcément vers des achats de cartes où ils peuvent aller acheter et télécharger leur jeu. Après, de là à dire que les gens ne bougent pas de chez eux et téléchargent à fond, on n'en est pas encore là. Alors, c'est pas forcément moins cher, c'est même en général le prix fort, hein. Et on n'a pas la boîte. Donc c'est vrai que c'est compliqué après de pouvoir revendre les jeux, et quand on revend les consoles, on est obligé de tout effacer, donc on ne garde plus rien. Mais ça a quand même un impact. Je veux dire, même si a priori ça peut paraître, surtout pour nous, hein, quelque chose de plutôt négatif, et bien c'est vrai que le dématérialisé, c'est une mode qui fonctionne bien. Alors, pour l'instant, c'est surtout dans le monde du PC. C'est vrai que le monde des consoles, et nous on fait que de la console de jeu, hein, le PC on a totalement arrêté, parce qu'il faisait que des cartes Steam avec que des codes à usage unique, donc les jeux ne pouvaient pas être revendus et ça va tuer l'occasion. Donc c'est vrai que nous on continue qu'à faire que des consoles de jeux vidéo, et les constructeurs utilisent encore des disques, donc c'est vrai que ça nous permet encore de tenir en vendant ce genre de matériel. Mais faut pas se le cacher que le dématérialisé est assez promu par les constructeurs et a un vrai poids sur l'industrie et à plus petite échelle sur notre niveau de fonctionnement. Ouais. Ce qui est vraiment pas mal encore dans cette manière de fonctionner, c'est qu'on a aussi un gros rapport à la clientèle. Et c'est aussi ça qui fait que le magasin, on aime bien y travailler. C'est qu'on a un rapport aux clients de manière très personnelle. Justement par rapport à tout ce qui est dématérialisé, vente dans des grandes centrales d'achat, nous au moins on propose un vrai contact au public et on a des conseils à rapporter et on peut vraiment avoir un rapport avec eux qui est intéressant, quoi. Ce qui fait le sel du métier aussi en gros. Vraiment. Cet essor des indépendants est notamment dû à la démocratisation des outils de production depuis 2009, qui pour la plupart sont désormais plus accessibles, voire gratuits. De l'Unreal Engine en passant par Unity ou encore Scratch, un logiciel permettant d'enseigner facilement et simplement la programmation des enfants, chacun peut désormais créer le jeu qu'il souhaite. Cette facilité de création a eu pour effet pervers de saturer le marché en offre plus qu'en demande. On était tous les trois compétents dans notre domaine, mais il manquait cette partie marketing. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait maintenant sur tous les stores, donc Google Play Store, App Store, etc., tout se fait via le marketing. Il y a des campagnes de pub à financer, parce que en fait si l'application n'est pas visible, elle ne sera pas téléchargée, et si elle n'est pas téléchargée, en fait c'est le chien qui se mord la queue, parce que il y a que les applis qui sont dans les premiers, on va dire, qui sont visibles sur la page d'accueil de l'App Store, qui sont vraiment téléchargés et qui sont vraiment rentables. Le jeu vidéo, à vrai dire comme la BD ou le cinéma ou les livres, il y a 10% des œuvres qui font 90% du chiffre. Donc ça veut dire que il y en a beaucoup qui passent inaperçus, et actuellement il y a une saturation puisque les jeux deviennent de plus en plus faciles à créer entre guillemets grâce aux technos qui sortent, même si dans la grande majorité la qualité ne suit pas, mais il y a quand même une saturation des marchés et du coup c'est difficile de se faire repérer, et donc dans la théorie il vaut mieux sortir beaucoup de jeux pour en avoir la chance d'avoir un qui marche. C'est la théorie actuelle. Une équipe moyenne, ça a surtout beaucoup d'avantages. Ça nous permet d'avoir une vraie assise et une vraie force de frappe, parce que du coup notre studio propose de nombreux talents dans tous les métiers du jeu vidéo. Mais en même temps, ça nous permet aussi de continuer à avoir une gestion très familiale de notre équipe et de favoriser la communication très verticale et donc de pouvoir faire avancer nos projets de la bonne manière, ce qui parfois est un peu compliqué quand on est 500 ou 1000 sur un projet.
Être une structure conséquente dans le milieu possède donc des avantages comme des inconvénients. Cependant, sur les relations entre les indépendants et les géants, Fabrice Carré, le président de Bordeaux Games, voit d'un bon œil l'accueil de grosses structures dans la métropole. Pour la presse, le grand public et les collectivités, ça a été une grosse prise de conscience à l'arrivée d'Ubisoft. C'est un géant qui décide de s'installer en Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux. Et donc, pour certains qui pensaient que le secteur du jeu n'était pas très important ici ou un peu négligeable, ça a été une grande prise de conscience. Toutes les graines qu'on plante depuis 10 ans, d'un seul coup, elles éclosent. Et il y a beaucoup de gens qui étaient très contents que finalement, il y ait bien un écosystème structuré, qu'on puisse répondre à l'arrivée d'Ubisoft en disant c'est pas les premiers, mais on y arrive de les accueillir et ça va apporter plein de bonnes choses. On espère que ça va durer. On pense que oui, puisque les 3 conditions qui font qu'un secteur se développe bien sont réunies en ce moment. Les boîtes, les salons et les formations. On en parlait tout à l'heure, on a plusieurs formations, l'Engmin, Angoulême bien sûr, mais aussi beaucoup d'écoles sur Bordeaux ou ailleurs qui ont des options jeux vidéo, en graphe, en programmation, en game design. Donc tout ça, ça a créé un secteur vivant et assez fort, qui n'a pas vraiment de point faible, donc on devrait continuer à bien se développer dans les années qui viennent. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il n'y ait pas que Bordeaux qui se développe, mais que ce soit toute la Nouvelle-Aquitaine, parce que c'est il y a une vraie qualité de vie ici, et les gens qui travaillent dans les jeux vidéo, comme dans beaucoup d'autres industries, ils ont besoin d'être sereins et de apprécier l'endroit où ils travaillent pour être créatifs et puis faire en sorte qu'ils aient la tête à leur création. Donc on espère que ce n'est que le début et que ça va peut-être devenir une petite Silicon Valley à la française, quoi, ce serait bien. Pour l'industrie des jeux vidéo, en tout cas, je pense que la France est en train de réapprendre qu'elle peut faire des bons jeux et des vrais jeux. Moi, je suis une ancienne de chez Ubisoft, donc je sais que voilà, ils ont amorcé le phénomène, mais il y a plein d'autres choses qui se passent en France en dehors d'Ubi dans les jeux vidéo. Et j'espère que c'est le début la suite d'une belle aventure en tout cas. Je suis un des 4 co-gérants du Random. Donc fin mai, ça va faire 2 ans qu'on est ouvert. Donc on est un bar indépendant. Alors on essaye de faire une fois par mois ou bimensuellement des soirées de présentation de jeux indépendants. Donc sur Bordeaux, il y a beaucoup de studios bordelais qui font des jeux vidéo. Et il y a aussi ce qu'on appelle les Game Jams qui sont pareil. Alors les Game Jams, c'est sur 24 ou 48 heures. C'est plein de studios qui se confrontent et ils ont un thème et ils doivent créer un jeu vidéo en ce laps de temps. Alors ce qu'on fait souvent, c'est dès qu'il y a une Game Jam à Bordeaux, on fait les After Game Jam ici où ils présentent... ceux qui veulent venir ils présentent ce qu'ils ont créé. Après, notre public, nos clients, ils votent pour le meilleur projet. Et on présente aussi des jeux développés à Bordeaux dès qu'on peut. Donc là, on a un contact, Simon Bédard, qui s'occupe de tout ça. C'était gratuite, on va dire, mais on fait pas ça pour ça. On fait ça parce que ça nous tient à cœur. C'est pas pour l'argent, quoi. Nous, c'est vraiment par passion pour voir justement ce qui se crée à Bordeaux. Là, par exemple, il y a 2 semaines, on a présenté Northgard, donc un jeu qui est sorti sur Steam il y a un mois environ, même pas. Le jeu, je connaissais le nom, et je savais même pas qu'ils étaient bordelais, et justement ça permet d'apprendre des choses, de rencontrer les développeurs, de discuter avec eux, de savoir un peu comment ça se passe, les process, dans la création d'un jeu, toutes les étapes de la création d'un jeu. Parce que moi je joue depuis 20 ans peut-être, et je me suis jamais posé la question avant. Donc c'est intéressant de voir un peu comment ça se passe tout ça, le milieu. Ouais, donc le marché est saturé, donc je pense qu'il va y en avoir pas mal qui vont arrêter, mais peut-être qu'il va y avoir cette tendance de beaucoup de jeux gratuits, de toute façon, qui vont faits par des amateurs, du jeu indépendant de qualité et des gros blockbusters. Mais après, ce que je disais, il y a tellement de choses différentes qu'on peut difficilement définir une tendance qu'il va y avoir. On pourrait donc affirmer que la Nouvelle-Aquitaine est un foyer précieux pour la créativité et l'essor vidéoludique. La région est portée non seulement par Bordeaux, comme nous l'avons vu, mais aussi par des écoles comme l'Engmin, Angoulême, ainsi que son festival international de la bande dessinée, ou encore le Gamers Assembly de Poitiers qui a accueilli plus de 2000 participants et 20 000 visiteurs en 2017 pour assister à plusieurs compétitions de jeux vidéo. On est aussi le 2e pays consommateur de manga et c'est super révélateur du fait qu'on arrive à s'approprier des cultures qui ne sont pas forcément les nôtres ou des codes ou des façons de penser qui ne sont pas les nôtres. C'est qu'en fait on s'est enrichi de plein de choses qui sont arrivées chez nous et du coup on est vraiment reconnu pour ça et c'est une vraie force. Et c'est vrai que même nos développeurs, j'ai beaucoup de collègues qui disent que même dans le code, les gens en France ils ne sont pas formés à calquer des schémas qu'ils ont appris, ils sont formés à trouver des solutions. Et je pense que c'est vraiment ça, la petite touche à la française, c'est qu'on est des trouveurs de solutions, on n'est pas des gens qui vont répéter des schémas ou des idées préconçues.
Je trouve que la créativité des autres, c'est ce qui me rend créative aussi. Donc, c'est ce que j'aime ici. C'est pour ça que je travaille dans les jeux vidéo. Moi, je suis une joueuse depuis toute petite, même si j'ai plus de 40 ans. Donc, voilà, j'étais peut-être dans les premières, je sais pas. Mais le fait de voir les autres créer autour de moi, je trouve que c'est une effervescence qui est super intéressante. Et c'est ce que j'aime dans mon travail aujourd'hui. Ouais. La région ne cesse d'être attractive et cherche à développer toujours plus d'applications en rapport avec le numérique. En 2018, c'est notamment l'usage de la réalité augmentée qui a fortement intrigué, en particulier dans le secteur chirurgical. Le projet Folony, en coopération avec la société bordelaise Immersion, a permis à un chirurgien d'installer une prothèse de genou connectée à un patient grâce à la réalité augmentée. Cette pratique est un nouvel exemple qui tend à prouver un avenir prospère pour une région toujours plus connectée et à l'écoute des acteurs du numérique.